Eh bien, bienvenue chers auditeurs dans cette seconde partie. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Philippe Maxence. Bonsoir Philippe. Bonsoir Richard. Qui dirige entre autres les éditions de l'Homme Nouveau, et vous en êtes à votre 3e édition de Plaidoyer pour une propriété anticapitaliste de Chesterton, qui n'est ni vraiment libéral, ni vraiment capitaliste, ni non plus socialiste. Qui a rien de tout ça, effectivement. Qui a rien de tout ça. En fait, qui propose une 3e voie, pour le dire de cette manière-là. On va commencer par parler de presque de tout à fait autre chose. Plaidoyer pour une propriété anticapitaliste a le mérite d'être un titre extrêmement clair, mais je crois que le titre original, c'est Outline of Insanity. Autrement dit, les frontières de la santé mentale. Voilà. Oui, c'est un peu l'idée. Oui, enfin, l'ébauche, les frontières, la poursuite, la recherche. Oui, à l'époque de la première édition, on a édité ce livre la première fois en 2009, et j'estimais que la traduction littérale du titre originel n'était pas forcément une bonne idée, ne parlerait pas forcément un public français. Alors pour vous raconter l'histoire, si j'ai une minute sur le sujet. On a 1h16 pour en parler. Donc on a une minute. Merci. Donc à l'époque, nous sommes mis à 3 dans un bain de cerveau pour rechercher un titre, et il y avait Denis Sureau qui était à l'époque le directeur et le président des éditions de l'Homme Nouveau. Il y avait encore Daniel Amiche qui a animé longtemps une émission sur Radio Courtoisie, et puis il y avait moi-même, et voilà, on a associé, comme ça se fait souvent, plusieurs idées, et la sortie, c'était le fait que Chesterton dressait un plaidoyer pour une certaine forme de propriété, mais qu'elle n'était pas ce qu'on entend habituellement par une propriété au sens capitaliste ou libéral, pour reprendre le terme employé précédemment, d'où un peu cette étrangeté d'associer propriété à anticapitaliste. Voilà, c'est comme ça qu'est né tout simplement le titre, qui, encore une fois, donc vous avez bien eu raison de le souligner, n'est pas le titre d'origine, n'est pas la traduction française du titre d'origine, et a, à mon sens, eu l'avantage, au moins lors de la sortie de la première édition en 2009, de susciter l'intérêt d'un certain nombre de personnes qui n'auraient certainement pas lu Chesterton sans ce titre. Le titre joue beaucoup, en fait, pour tout vous dire. Mais oui, je suis assez fier de moi. Mais c'est un titre qui est clarissime, et effectivement, quand on ouvre, on est presque surpris. Voilà. Chesterton, bien sûr, est pétillant comme d'habitude, mais c'est quand même un livre beaucoup plus sérieux que le Napoléon de Notting Hill. Ça ressemble à ces livres d'essais, sauf que là, c'est comme une collection d'essais sur un seul thème. Alors c'est clairement une collection d'essais, oui, au sens même, quand on dit essai, c'est au sens, c'est une collection d'articles qui avaient été publiés dans des revues ou des journaux anglais, donc qui sont, par rapport aux lecteurs d'aujourd'hui, évidemment datés par le temps, mais qui gardent de l'intérêt pour la réflexion politique, économique et sociale. Ce sont donc oui, effectivement, une collection d'essais qu'il a réunis par partie quand même, avec des grandes thématiques. On garde le style Chesterton, donc cette approche un peu étonnante. Il semble partir dans une direction, et puis tout d'un coup, une espèce de renversement nous conduit là où on ne s'y attendait pas. Donc c'est une méthode, ce qu'on appelait ce qu'on appelait le paradoxe chestertonien, qui est chez lui poussé très loin, puisque vous savez que dans Orthodoxie, il dit qu'il déteste le paradoxe parce que c'est un mensonge. Lui qui n'a cessé d'employer la forme paradoxale, mais c'est chez lui une forme assez pédagogique, en fait, à la fois de susciter l'intérêt et d'ouvrir des portes très larges pour son lecteur. Et il l'emploie, me semble-t-il, vous avez lu le livre plus récemment que moi, mais il l'emploie de manière extrêmement fréquente. Alors on va citer, pour que tout de suite on comprenne qu'est-ce que c'est que cet anticapitalisme chestertonien. Une société de capitalistes ne contient pas trop de capitalistes, mais trop peu.
Et ainsi, l'aristocratie a tort, non pas de planter un arbre de famille, mais de ne pas en planter une forêt. Et en fait, l'idée de Chesterton et de d'autres penseurs catholiques, anglais, et une fois de plus, c'est un livre qui a maintenant presque 100 ans. Je crois qu'il a été publié en 26 ou 29, je me souviens plus exactement. 26, oui, 1926. Et donc, bientôt 100 ans. Et ce sont des essais qui étaient antérieurs, mais qui n'a pas non plus commencé à écrire en 1890. En étant né en 1874, oui, c'est un peu difficile quand même. Voilà, d'autres ce sont des essais du XXe siècle, du début du XXe siècle. Donc, l'industrialisation est déjà bien avancée, la société est déjà bien bouleversée, les puissances de l'argent sont déjà bien établies. Et ce que nous dit Chesterton, c'est ne soyez pas du côté des prolétaires comme un communiste qui veut faire disparaître non pas la propriété en tant que telle, mais la propriété privée, puisqu'il faut que ce soit l'État qui possède tout. Autrement dit, pour lui, le socialisme est un capitalisme d'État et il y a sinon le capitalisme privé, qui ne signifie pas que on exalte la propriété privée, mais qu'on exalte la propriété de très peu par rapport à beaucoup qui sont prolétarisés. Et en fait, pour lui, le capitalisme en fait devrait s'appeler le prolétarisme ou le prolétarianisme. Et ceux qui défendent le capitalisme défendent en fait le fait que des ouvriers sont en permanence asservis au patron sans pouvoir jamais être libres. C'est tout à fait ça. Alors, il faut bien se remettre aussi dans le contexte de l'époque. C'est effectivement l'industrialisation britannique extrêmement avancée. A produit depuis pas mal de temps d'ailleurs ces effets assez nocifs pour la vie des personnes, tout en haussant aussi le niveau de vie. Le niveau de vie. Cela étant, ce que dénonce Chesterton, c'est deux choses très précises. C'est à la fois le monopole, effectivement ce que vous avez bien dit, c'est-à-dire que en tout état de cause, tout le monde est pour la propriété, qu'on soit socialiste ou libéral, mais les socialistes ou la gauche en général est pour un capitalisme d'État, là où les autres sont pour un socialisme réduit à quelques personnes. Donc ce qu'ils dénoncent, c'est le monopole, et ce qu'ils dénoncent par ailleurs, c'est les effets du monopole, c'est que ça crée une masse de prolétaires qui sont la plupart qui sont toujours des salariés, et il l'associe, alors il ne le dit pas aussi clairement dans cet ouvrage, mais il l'a dit ailleurs, il associe le salariat à une forme d'esclavage, d'où son appel justement à une société, et c'est pas simplement une réorganisation de l'économie, sa visée est vraiment beaucoup plus globale, c'est une réorganisation de la société, où le maximum de personnes soient propriétaires, et pas simplement de sa petite maison et de son petit jardin pour bien vivre, mais de son outil de production. Donc ce qu'il a en tête, il y a une forme d'utopie aussi, il faut pas se le cacher. Ce qu'il a en tête, c'est une société principalement rurale et artisanale. Où tout c'est le small is beautiful, pardon, je sais que je suis sur Radio Courtoisie, mais ce qui est le plus petit est le mieux. Et c'est vraiment l'idée qui traverse un peu cet ouvrage. Et dans sa manière de vanter les mérites du petit, c'est parce qu'il vante les mérites de l'indépendance. En fait, si chacun possède un lopin de terre qu'il est capable de cultiver, en étant propriétaire de son outil de production, il peut vaquer à ses occupations, il est maître en son domaine, et surtout, l'idée de contingenter la propriété en faisant en sorte non pas qu'il y ait quelques propriétaires, mais une multitude de propriétaires, c'est aussi d'empêcher qu'un des propriétaires se mette brusquement à racheter les autres et à les prolétariser. Je vais me permettre de citer Chesterton. Permettez-vous, vous êtes chez vous. Donc Ce que je reproche à ceux qui défendent le capitalisme sous sa forme existante, c'est de ne pas voir que, ce faisant, ils maintiennent la majorité des hommes dans une dépendance, ou plus exactement un servage salarial, qui consiste à les priver de capital. Alors, priver de capital, en fait, ça veut dire priver de liberté, parce que le prolétaire n'a que sa force de travail à offrir, et il est entièrement dépendant de la manière dont on va ou non lui permettre de travailler sur une machine-outil avec cette taylorisation du travail absolument. Enfin, je préfigure Taylor, mais enfin avec ce travail à la chaîne qui était déjà il parle et il dénonce Taylor. Ça, il s'en moque même avec force. Voilà. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'évidemment, si Chesterton dit ça, c'est que Léon XIV vient d'être élu. Évidemment, il fait allusion à Léon XIII, Rerum Novarum.
Rerum Novarum, grande encyclopédie où le pape prend en compte la nouvelle donne qui est en fait cette disparition en fait des sociétés agraires au profit d'une société industrielle. Et le pape Pie XI, lui, insiste derrière avec Quadragesimo Anno qui donne une définition en fait du principe de subsidiarité. Et que dit le pape exactement ? Tout comme il est mauvais de retirer à l'individu et de confier à la communauté ce que l'entreprise privée et l'industrie peuvent accomplir, c'est également une grande injustice, un mal sérieux et une perturbation de l'ordre convenable pour une organisation supérieure plus large que de s'arroger les fonctions qui peuvent être effectuées efficacement par des entités inférieures plus petites. En fait, ce que dit le pape et ce que Chesterton reprend derrière lui, c'est qu'il n'y a aucune raison de centraliser ni aux mains de l'État, ni aux mains d'un conglomérat quelconque, donc le monopole qui dénonce, l'outil de production, parce que ce faisant, on appauvrit la plus grande masse au profit du plus petit nombre, sans être capable de véritablement respecter ce que la société doit apporter aux gens qui vivent en commun, c'est-à-dire la liberté, le bonheur, la capacité à développer ses talents, autrement dit ce qu'on appelle le bien commun. Autrement dit, ce qu'on appelle le bien commun, oui, et puis la possibilité de permettre à une famille de vivre de ce que le chef de famille, notion aujourd'hui très contestée, mais peut gagner par son propre travail dont il est propriétaire. C'est le travail, au sens où le travail est la continuation de soi-même et de l'être profond que nous sommes, à travers, par exemple, à travers le travail agricole ou le travail artisanal. Vous avez parlé de Léon XIII, très justement, cher Richard, en évoquant l'encyclique Rerum Novarum, qui est considérée comme le point de départ de la doctrine sociale de l'Église, en tous les cas de ce regard sur les effets de la révolution industrielle qui est considérée par Léon XIII comme la deuxième phase en quelque sorte de la Révolution française. La Révolution française mettant à bas et l'Église et la monarchie, et la Révolution industrielle mettant à bas tout le reste de la société qui tenait encore. C'est-à-dire les métiers, même si la Révolution française avait largement commencé avec le décret Allard et Chapelier, mais donc le pape lui parle de manière plus universelle, comme c'est son rôle, et met à mal la vie des familles. C'est pour ça qu'il écrit notamment Rerum Novarum pour répondre à la condition des prolétaires. À cette époque, pardon de ce petit détour, mais à cette époque, à l'époque de Rerum Novarum, Chesterton est encore un jeune homme, si je puis dire. Et à l'époque, il se déclare socialiste. Il est préoccupé de la justice sociale. Il fait partie de ces... À l'époque, il n'est pas catholique, donc il fait partie de ces anglicans qui sont réunis autour d'un pasteur anglican qui s'appelle Noël, dont le prénom m'échappe là tout d'un coup, et ils ont constitué un groupe de chrétiens socialistes qui, alors pas socialistes au sens marxiste du terme, qui veulent régler la question sociale via la lutte des classes, mais socialistes au sens où ils veulent régler la question du prolétariat, dont ils voient les effets et la façon dont ils voient les conditions dans lesquelles ils vivent de manière très forte. Et ça pousse Chesterton à se rapprocher des Fabians, de ces socialistes anglais et de cette époque. Et dans un autre livre, qui n'a aucun rapport apparemment, mais ça c'est du Chesterton tout craché, qui s'appelle «L'Église catholique et la conversion». Si vous me permettez, je voudrais juste lire un petit extrait. Je vous permets. Merci. Chesterton a ce petit passage où il dit « C'est vers cette époque que Léon XIII publia son encyclique sur le travail, donc Rerum Novarum, à laquelle personne parmi notre petit cercle de gens pourtant bien informés n'attacha beaucoup d'importance. Le pape parlait de manière tout aussi énergique qu'un socialiste quand il disait que le capitalisme impose, je cite, c'est Chesterton qui cite Léon XIII, un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Fin de citation. Mais comme le pape n'était pas socialiste, il était évident qu'il n'avait pas lu les bonnes publications socialistes. Et nous ne pouvions pas nous attendre à ce que
à ce que ce pauvre vieux monsieur sût ce que tout jeune homme savait en ce temps-là, à savoir que le socialisme était inéluctable. L'idée du progressisme, ça vient de loin. C'était il y a longtemps, et en vertu d'un processus graduel essentiellement d'ordre pratique et politique, que je n'ai pas l'intention de décrire ici, la plupart d'entre nous se mirent à réaliser que le socialisme n'était pas inéluctable, qu'il n'était même pas populaire, et qu'il n'était pas le seul, ni même le bon moyen de restaurer leurs droits aux pauvres. Nous sommes arrivés à la conclusion que le remède n'était pas de supprimer la propriété, mais de la répartir plus équitablement entre le petit nombre et le grand nombre. Nous pouvons maintenant prendre en considération le document de Léon XIII et nous apercevoir qu'il disait exactement ce que nous disons aujourd'hui. Voilà, il fait ce constat en fait que la sagesse de l'Église qui fait que très souvent elle n'est pas comprise sur le moment et qu'il faut toujours un peu de recul. En fait, lui a fini par abandonner l'idéologie de socialisme vers laquelle fort honnêtement, je pense, il se dirigeait pour répondre aux besoins de justice sociale. Mais que ce bon vieux monsieur, ce pauvre vieux monsieur qui était le pape, effectivement, Léon XIII n'était pas un fringant jeune homme, eh bien avait déjà décrit ce qu'il fallait faire, donc à savoir cette distribution très très large de la propriété privée, ce qui fait de Chesterton en fait un capitaliste conséquent. Si on part du fait que le capitalisme, il a tout un chapitre sur la définition du mot et ce que signifie le mot et ce qu'on entend par là, mais si on entend par capitalisme le fait que l'ensemble de la propriété, enfin la propriété est largement distribuée et que toute la population est propriétaire, dans ce cas-là, le capitalisme est enfin réalisé. Et un capitalisme, une fois de plus, qui ne consiste pas à faire en sorte que chacun possède sa maison, mais possède l'outil de production. L'outil de production. Merci d'insister sur cet aspect. Voilà. L'idée n'est pas du tout d'avoir des banlieues anglaises proprettes avec chacun dans sa maisonnette. Bah oui, c'est mieux, effectivement, et c'est mieux que des HLM, mais surtout, c'est mieux que les conditions prolétaires au 19e qu'on pouvait observer dans toutes les nations civilisées, industrialisées. Mais il s'agit surtout de donner, en fait, cette propriété redistribuée. Il faut donner aux pauvres le moyen d'être libres. Il faut donner aux pauvres le moyen d'être indépendants. Il faut donner à tous le moyen d'être libres, indépendants. Ça conduira au fait que les gens sont enracinés. Ça conduira à ce qu'ils retrouvent leur dignité. Enfin, ça a des effets qui ne sont pas simplement d'ordre politique ou économique, qui sont presque d'ordre civilisationnel, effectivement. Et en fait, sans en avoir l'air, ce que propose ou préconise Chesterton, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, mais c'est une véritable révolution de société. Alors, révolution au sens exact du terme, de faire un sens dessus-dessous. Un sens dessus-dessous, mais pour retrouver une forme de société qui a existé naguère, où les gens connaissaient évidemment le bonheur et le malheur. Il ne s'agit pas d'être naïf, mais où ils avaient au moins une certaine dignité qui s'incarnait notamment par la propriété de leur outil de production. Alors, vous avez raison de souligner que c'est chaque famille, en fait, parce qu'il y a une espèce de cellule de base. Pour lui, c'est papa, maman et le fils ou la fille, autrement dit, la cellule familiale. Il ne part pas de l'individu, au contraire, il critique l'individualisme. Il voit bien comment ce prolétaire individualisé est seul face au capitaliste. Vous citiez tout à l'heure les décrets Allard et la loi Le Chapelier qui, effectivement, ont supprimé les corporations et donc ont fait en sorte que l'ouvrier tisserand n'avait plus aucune protection face à celui qui possède le métier à tisser. Donc, ça a conduit aux salaires absolument misérables qui ont été pratiqués en France et une fois plus dans le reste des pays industrialisés. Là, il explique qu'au contraire, il faut redistribuer la propriété. On reviendra tout à l'heure sur ce terme de redistribution et de distribution. Quand chaque groupe social ou chaque famille fera pour soi-même l'expérience de la propriété privée redeviendra un centre d'influence à vocation missionnaire. Il ne s'agit pas là d'une élection législative dont les résultats sont calculés par des machines, mais d'un mouvement populaire qui ne saurait être quantifiable. J'adore le côté quasiment roman d'anticipation dans cette citation, c'est presque annexe
de Chesterton qui nous parle des élections législatives aux résultats calculés par des machines. On a l'impression qu'il a déjà jeté un œil sur les élections américaines et sur la manière dont ça se passe en Roumanie ou ailleurs. Il y a plusieurs écrits de Chesterton qui semblent lus aujourd'hui assez prophétiques. Donc le passage que vous venez de lire n'est effectivement pas étonnant de ce point de vue-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout l'idée que ce centre d'influence à vocation missionnaire. C'est-à-dire, une fois que j'installe la propriété quelque part, les gens se rendent compte que la propriété est bonne et donc désirent eux-mêmes devenir propriétaires. Une fois de plus, il ne s'agit pas juste de posséder son appartement, mais c'est vraiment les moyens de subsistance, c'est-à-dire être capable de être nécessaire, si j'ose dire, à celui qui veut que quelque chose soit produit. Absolument. En vous écoutant, je pensais d'ailleurs qu'il y a un penseur français qui a développé à sa manière, il ne cite pas de Chesterton, mais qui cite l'importance qui à travers ses travaux économiques, a développé cette pensée, c'est Louis Salleron. Louis Salleron était un économiste, c'était notamment un économiste et qui a beaucoup travaillé sur la diffusion, c'est le titre d'un de ses livres, sur la diffusion de la propriété. C'est un livre qui est paru aux Nouvelles Éditions Latines et qui donne les moyens, techniques et pratiques pour rendre possible cette diffusion de la propriété privée dans le contexte de la France, si je ne me trompe pas, dans les années 60. Sans nommer de Chesterton aucune fois, il s'insère tout à fait dans le même sillage, parce qu'en fait, tout simplement, leurs principes sont communs, c'est ceux de la doctrine de l'Église, c'est ceux d'une certaine conception de l'homme qui trouve ses racines aussi on peut remonter très loin, chez Aristote. Et donc, les mêmes principes finissent par conduire aux mêmes conclusions et aux mêmes préconisations. La même conclusion, c'est que le capitalisme en fait détruit la société par la manière dont il organise les monopoles. Le capitalisme monopolistique, oui, effectivement. Voilà. Et oui, ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme, autrement dit les grandes corporations. Là aussi, il y a quelque chose de fascinant dans la manière dont Chesterton parle des monopoles à plusieurs reprises, et en expliquant que le monopole est tout sauf une entreprise privée. C'est assez amusant, et il explique même que le trust américain n'a rien d'une entreprise privée. Le monopole n'est ni privé ni entreprenant. Il n'existe que pour empêcher l'entreprise privée. Quand on lit ça, on a l'impression d'entendre Peter Thiel ou Elon Musk expliquer que Google, c'est vraiment très mauvais parce que Google dépense son argent à racheter des jeunes pousses qui sont plus intelligentes que Google, plus entreprenantes que Google, plus innovatrices, comme on dirait aujourd'hui. Et en fait, l'administration Google ne sert qu'à produire une suradministration pour étouffer tout esprit d'entreprise. Tout esprit d'entreprise. Alors, il n'est pas certain que Peter Thiel soit chestertonien. Mais il n'est pas certain non plus que Chesterton ait apprécié le rapprochement, mais je ne le ferai pas parler les morts. Mais là, il y a l'une de ces idées des libertariens américains que, en fait, quand c'est gros, c'est nocif. Oui, cette idée est commune, ça c'est certain. Sauf que chez Chesterton, elle est vraiment au service d'une vision d'une société qui repose, on l'a dit aussi tout à l'heure, qui repose sur la famille. C'est la propriété familiale en fait, et pas l'individualisme. C'est pas l'individu qui va essayer de toutes les potentialités qu'il peut avoir. C'est une société qui s'insère aussi dans une considération de ce qu'on appelle le bien commun. Donc, c'est pas la liberté. La liberté est un des effets, mais n'est certainement pas le but premier et recherché. Non. C'est peut-être une différence avec les libertariens. Voilà, mais c'est vrai que le libertarien considère qu'il faut libérer toutes les énergies et évidemment on nettoiera la poussière après, là où Chesterton préfère revenir à une civilisation dont il s'est dit qu'elle avait réussi à construire quelque chose. Elle avait réussi à construire des métiers et des métiers d'excellence. Elle avait réussi à construire une société où l'individu n'est pas seul face à l'État, ni isolé par rapport à la communauté. Cette pension de la communauté est importante. Et d'ailleurs, il parle en permanence de communauté et de communisme en expliquant, avec toujours ce côté paradoxal, que il y a eu une société médiévale où il y avait des petites pastilles de communisme qui étaient les abbayes,
où l'ensemble des biens est possédé par la communauté et où le moine n'a aucune possession personnelle, et que ces pastilles de communisme réussissaient à répandre quelque chose de bienfaisant dans la société qui, elle, ne l'était pas. Qui, elle, ne l'était pas, effectivement. Oui, alors là, nous sommes en face d'un point de vue de l'écriture du mouvement des idées du paradoxe chestertonien, mais parce que en fait le communisme n'est possible dans son application que sur des petites unités qui sont réunies par un idéal très, très fort et supérieur. Faire tenir des hommes ensemble dans une vie commune toute leur vie en n'ayant pas de bien à soi. Le moine, par exemple, reçoit une coule dont il n'a pas choisi la couleur, la qualité du tissu, qu'il faudra remettre quand elle sera abîmée. Enfin, elle lui appartient pas, elle lui est juste, j'allais dire, attribuée. Tout est ad usum, donc en vue de l'usage, mais pas davantage. Vous pouvez, ça nécessite un certain héroïsme de vie, en tous les cas, de se donner à une cause supérieure. Le problème du communisme étendu à l'ensemble de la société, c'est qu'il veut faire de tous les humains des moines. Alors, tous les humains ne sont pas faits pour être des moines ou des moniales, et d'où cette réussite sur des petites unités, là encore, mais pas sur l'ensemble de la société. Et même les petites unités, parce que c'est toujours amusant d'examiner les petites expériences socialistes admirables du style phalanstère de Fourier, où on décide là aussi d'avoir un habitat collectif dans lequel tous ceux qui partagent cet idéal vont venir vivre, et chacun produira, le balayeur balayera, le menuisier rabotera, le jardinier fera pousser des légumes, le poète écrira des poèmes, et il y a un moment donné où malgré tout, le jardinier, le balayeur et le menuisier se rendent compte que le poète, c'est la coule douce, et que visiblement, écrire de la poésie nécessite moins de force physique, beaucoup de loisirs, une qualité d'inspiration. Et donc, toutes ces expériences de communisme échouent lamentablement, en fait. Alors, oui, mais tout à fait. Mais comme a échoué, d'ailleurs, il faut pas se leurrer non plus des expériences de communautés religieuses. Hein. C'est un équilibre extrêmement difficile à trouver, et qui, dans le temps, moi, je ne crois qu'à l'histoire en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on tire les conséquences ou les leçons d'actes posés à un moment donné, on en voit les conséquences qu'avec le temps, mais parfois le temps long. Il y a des communautés religieuses qui n'ont pas tenu très longtemps parce qu'il y avait un déséquilibre. Pour que ce communisme s'applique, il ne faut pas qu'il n'y ait que ce communisme. Il faut qu'il y ait cet idéal religieux très fort. Il faut qu'il y ait un chef. Les communautés bénédictines, qui sont typiquement les communautés, de moines, ont un père abbé. Et très clairement, c'est une conception monarchique qui s'applique. Alors c'est un père, hein, certes, mais c'est aussi un chef. Donc idéal religieux, un chef, il n'y a pas de mélange, et c'est pour ça que ça tient aussi d'hommes et de femmes, parce que dès que ces considérations-là entrent dans une vie commune, il n'y a pas simplement le poète qui use moins sa force physique dans le problème des phalanstères, etc., de ces communautés, même les communautés hippies et beaucoup plus récentes. C'est qu'il y a un moment... on aimerait bien s'approprier la femme de l'autre, ou on va compter fleurette à l'homme de la voisine, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, donc, on voit bien. Voilà. Donc il y a aussi le célibat ecclésiastique qui demande quand même une vocation précise. Vous voyez, il y a tout un ensemble pour que les communautés religieuses puissent appliquer une certaine forme de communisme. Tant que toutes ces considérations ne sont pas vraiment réunies dans un certain équilibre et dans un mode de vie à peu près normal, je pense que c'est assez difficile. Et c'est pour ça que la société médiévale contingente, si j'ose dire, le communisme dans des enclos bien précis. Enclos, oui. Et puis, tout simplement parce qu'ici, il faut aussi que la société continue de vivre, et pour vivre, il faut qu'elle se reproduise tout simplement, et pour ça, il faut des familles.
C'est bien les moines, mais la fameuse secte protestante des Shakers qui disait que la procréation était une chose abominable. Et bizarrement, tous les villages Shakers ont fini par disparaître parce que faute de combattants. C'était très bien d'avoir un idéal. Il y avait juste l'idée qu'effectivement, s'il n'y a plus personne pour faire des enfants, il y a peu de chances que la communauté se reproduise. Et en l'occurrence, il faut des combattants et des combattantes. Voilà. Les Shakers étaient ainsi nommés parce qu'ils tremblaient quand ils parlaient. En fait. Et voilà. Donc les Anglais étaient très surpris. Ils leur ont demandé de partir pour les États-Unis, ce que les autres ont fait en vomissant l'Angleterre, avant de s'installer là-bas et d'y mourir tranquillement après avoir produit quelques chaises qui sont aujourd'hui achetées à prix d'or par les antiquaires américains. On s'égare un peu. Ce qui est intéressant dans le distributisme de Chesterton, c'est qu'il propose en fait une révolution, vous l'avez dit tout à l'heure, et il dit immédiatement « ça ne se fera pas sans mal ». En fait, il dit... vous connaissez une révolution qui se fait sans mal Voilà, non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne prétend pas qu'on peut juste changer l'appareil législatif. Il explique que là, il s'agit véritablement, au moins dans un premier temps, de redistribuer en quelque sorte, d'arracher à ceux qui possèdent trop ce qu'ils possèdent en trop. Non pas de les dépouiller totalement, on n'est pas des communistes, on ne va pas faire en sorte d'accuser le capitalisme de tous les maux et de les mettre contre le poteau avant de réinventer des magasins d'État et des faux capitalistes qui sont la nomenclatura. On va faire en sorte de redistribuer les choses. Et là-dessus, Chesterton, si j'ose dire, comprend bien que ça va être compliqué, mais là, il est un peu court, si je peux me permettre, sur le moyen de le faire. Moi, je ne suis pas là pour défendre Chesterton, soyons clairs. Hein. Je suis éditeur du livre, je suis très heureux de mettre ce texte et d'autres ouvrages de Chesterton à la disposition du public français pour connaître mieux une pensée qui a certainement son intérêt, mais je suis pas l'avocat de Chesterton, qui de toute façon n'a pas besoin de moi, qui a son propre génie, etc. Cela étant, oui, Chesterton est un peu court parce que Chesterton est un poète en fait. C'est un poète égaré en politique. Comme il a un certain bon sens. Une capacité assez géniale de réflexion, une intuition prodigieuse qui est propre du poète, hein, c'est de percer la réalité pour aller au cœur des choses. Il est capable de percevoir très, très clairement ce qui va et ce qui ne va pas. Mais cela étant, c'est pas un homme pratique. Je peux l'illustrer d'ailleurs, cette absence de pratique, parce qu'elle était réelle dans sa vie. Il lui est arrivé un jour de prendre le train, de descendre à une gare et de téléphoner à sa femme pour savoir où il devait aller. Il ne savait pas où il était et il ne savait pas où il devait aller pour donner une conférence, et comme par hasard c'était à l'exact opposé du trajet qu'il avait pris. Donc c'est absolument pas un homme pratique, ce n'est pas non plus un penseur politique, économique et social au sens plein du terme, au sens où il aurait écrit une œuvre systématique avec un traité théorique et des préconisations d'application. Il a écrit en journaliste, analysant la vie quotidienne dans laquelle il était plongé, partant du réel qui s'étalait sous ses yeux, animé de plusieurs principes qu'il avait retrouvés parce qu'il en était à l'origine assez loin, et essayant par son talent d'écrivain, de faire saisir ça à ses lecteurs, d'abord des lecteurs de journaux et ensuite des lecteurs de livres. Mais c'est vrai, il est absolument... Il n'y a pas de préconisation. Son ami Hilaire Belloc, qui était aussi un distributiste, peut-être qu'il faudra expliquer ce que signifie ce terme, mais Hilaire Belloc était un distributiste, était davantage un théoricien, a davantage décrit comment mettre en place une société distributiste, donc une société dans laquelle la propriété privée est largement... distribué, diffusé, et effectivement ça passait par quelques phases initiales où on nationalisait, où l'État nationalisait, donc il y avait une phase étatique préconisée par Belloc là, avec lequel Chesterton n'était peut-être pas d'accord d'ailleurs. Enfin, il y avait sur ce point-là, en tous les cas, des nationalisations, une redistribution, et ensuite l'État, évidemment, se désengageait complètement de cet ensemble de propriétés. Chesterton, lui, évoque ça, encore une fois, plus en journaliste et plus en poète.
On va revenir sur ce distributisme. Commençons par écouter un petit bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà, et comme nous le disions tout à l'heure dans l'émission de Pierre-Alexandre Bouclet, Radio Courtoisie est en pleine expansion, on n'a jamais été autant écouté, on a donc envie de faire 1000 choses. Si vous nous donnez de l'argent, ce sera justement pour avoir un meilleur site internet, pour avoir plus d'émissions, se lancer dans les podcasts, 1000 merveilles, tout à la fois technologiques, utiles, nécessaires et malgré tout traditionnelles et civilisationnelles, ce sera un vrai bonheur. Donc n'hésitez pas à bouler les Picaillons. On est en train de parler justement de Picaillon avec Philippe Maxence qui nous présente la nouvelle édition de Plaidoyer pour une propriété anticapitaliste de Chesterton qui en est à sa 3e édition. Bravo. Bravo à ceux qui l'ont acheté avant, surtout. Bravo à ceux qui l'ont acheté. Bravo à l'éditeur qui continue à l'éditer. Je crois que d'ailleurs vous avez décidé d'en faire une version un peu de poche ce coup-ci. Alors pas un peu, complètement de poche. Complètement de poche, voilà. Pour mettre le livre dans un autre format plus accessible, peut-être, qui fasse un peu moins peur, enfin j'espère, pour renouveler aussi un peu l'attention sur l'ouvrage, qui a changé à chaque fois de couverture, mais qui était resté dans le même format. On a un petit peu revu les notes, parce qu'il a fallu accompagner ce livre d'un ensemble de notes, parce que encore une fois, ça s'insère dans un contexte anglais du début du XXe siècle. Quand Chesterton fait des allusions à tel ou tel personnage public à l'époque en Angleterre, ça demande parfois quelques explications, de même quand il fait référence à des événements ou à des poètes ou à un ensemble de choses comme ça, il fallait expliquer un peu tout ça. Donc, voilà. D'où l'ensemble des notes qui est proposé. Et qui sont tout à fait éclairantes parce qu'effectivement, lorsqu'il nous parle de Monsieur John Galsworthy, le fait de savoir que c'est un romancier né en 1867 et mort en 1933 est assez utile, étant donné que Chesterton lui taille des croupières pendant 20 pages. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas une biographie de la personne en question. C'est juste pardonnez-moi, vous nous dites qu'il était connu pour sa description de la bourgeoisie britannique et pour sa satire sociale. Autrement dit, voilà, vous replacez le mot dans On essaye. Enfin, nous avons essayé. Alors, dans la nouvelle édition, nous avons fait le choix éditorial de réunir les notes en fin d'ouvrage pour faciliter malgré tout la lecture même du texte et de Chesterton, afin de ne pas s'arrêter à chaque fin de page, à être arrêté par un ensemble de notes. Alors c'est amusant, comme j'adore les notes en bas de page, j'ai tendance à les multiplier et je trouve toujours amusant de naviguer du texte principal aux notes. Alors mon cher Richard, moi aussi j'aime énormément les notes en fin de page, mais je me suis aperçu qu'une partie de l'humanité ne partageait pas notre collection de notes et était parfois réticente à une accumulation de données qui parfois ne passionnent pas plus que ça nos chers lecteurs. Tant pis. Alors, comme vous le savez, un livre s'adresse aussi à des lecteurs. Mais oui, il paraît qu'un livre doit être lu, et pas uniquement pour le plaisir de celui qui l'a édité. Vous avez parfaitement raison. On parlait tout à l'heure de la manière dont Chesterton est un poète. Ça n'a rien à voir, si j'ose dire, avec ce livre-là, mais si quand même. C'est ce texte admirable où Chesterton nous dit que la propriété est mal distribuée. Et en fait, il parle d'une petite fille, vous connaissez cet apologue qui est absolument remarquable. Et donc, un jour, les médecins anglais se rendent compte que, évidemment, dans les taudis qui sont nés au moment de la révolution industrielle et qui environnent dorénavant les villes ou même les gangrènes, il y a une mauvaise hygiène de vie et que les enfants ont des poux. Et donc, ce sont des médecins anglais, ce sont des gens bien, ce sont des gens darwinistes, ce sont des gens eugénistes. Ils ont une solution excellente pour faire en sorte que les gens n'aient plus de poux, il faut juste leur enlever les cheveux. Voilà. Et donc, c'est vraiment des solutions hygiéniques. On a l'impression d'entendre Emmanuel Macron nous parler du droit à mourir. Et c'est absolument remarquable. Et Chesterton dit, non, en fait, si cette petite fille a des poux parce qu'elle vit dans un logement qui est mauvais, en fait, il faut que le logement soit bon. Si le logement est mauvais parce que le propriétaire n'a pas envie de dépenser de l'argent, c'est un mauvais propriétaire. Il faut lui enlever le logement. Et autrement dit, peu à peu, il finit par bâtir une idée qui nous paraît, somme toute, beaucoup plus profitable. C'est on va éviter de couper les cheveux de la gamine, elle va les garder et en fait, on va
faire en sorte que les logements soient sains, on va faire en sorte que chacun puisse avoir son logement, parce qu'évidemment, il mettra son honneur et son intelligence et sa raison à faire en sorte que le logement soit propre. Et donc, peu à peu, à partir des cheveux de cette petite fille, il rebâtit la société anglaise. C'est un formidable texte, un formidable apologue qui se trouve dans Le monde comme il ne va pas, à la fin du livre. Et c'est un texte magnifique que j'ai publié, il a été publié, ce livre, aux éditions de l'Âge d'Homme, mais j'ai publié cet extrait à plusieurs reprises, et à chaque fois je le mets en évidence avec une photo de Chesterton. Donc, Chesterton, il faut bien avoir en tête que c'est un homme qui faisait à peu près 1m90 et au mieux de sa forme, si vous me permettez l'expression, 130 kilos. Et il y a une photo magnifique, on le voit en train de serrer la main d'une toute petite fille. Et j'ai toujours trouvé que cette photo avec cet apologue illustrait tout l'univers de Chesterton. Toute cette pensée à la fois brillante, juste, pleine d'amitié. Il veut transformer la société, la révolutionner, mais comme vous le disiez tout à l'heure, pas en mettant les gens sur un poteau et en les fusillant, quoi. Il ne veut pas régler le sort de l'humanité en faisant disparaître l'humanité. Et photo et texte illustrent, enfin ce texte et cette photo, je trouve, illustrent parfaitement ce qu'est Chesterton. Cet apologue est vraiment admirable parce qu'on voit bien justement l'idée de partir des cheveux d'une petite fille pour exposer un système social. Ça pourrait paraître paradoxal, mais l'enchaînement est extrêmement logique. Il faudrait pouvoir lire le texte là. Voilà, mais effectivement. J'aurais dû. Mais c'est en vous écoutant, j'y ai songé, j'aurais dû le préparer à l'avance. Et on se retrouve à la fin avec Chesterton expliquant qu'il va mettre le feu au monde parce que la petite fille a une chevelure rousse et donc il mettra le feu au monde avec la chevelure de cette fillette. Et il explique que voilà, si un seul des cheveux de cette fillette est touché, ça veut dire que le système qui aboutit à cette loi inique qui veuille qu'on lui coupe les cheveux est mauvais. Et donc, il conclut en disant, les empires passeront, les cheveux de cette fillette ne passeront pas. Et c'est, à chaque fois, on en frissonne tellement c'est à la fois intelligent, et vous avez raison de le souligner, émouvant, plein d'un amour d'amitié remarquable. Et on sent le cœur de Chesterton prêt à se dilater pour englober le monde entier et faire en sorte que jamais aucun enfant ne souffre. Alors évidemment, dans les faits, ça marchait un peu différemment. Et clairement, oui. Chesterton est un peu énervé voilà, il nous dit que au bout du compte, bien sûr, il a bien conscience qu'il ne donne pas tous les moyens, mais cela dit, ce ne serait pas complètement impossible. La propriété privée devrait aussi être protégée contre des criminels bien plus dangereux que de simples cambrioleurs et pickpockets. Elle a besoin d'être protégée contre les conspirations de toute une plutocratie. Elle a besoin d'être défendue contre les riches, ceux qui généralement nous gouvernent, et qui, par leur fonction, sont censés la défendre. Il n'est pas très difficile de comprendre pourquoi ils ne le font pas, c'est-à-dire ne défendent pas la propriété privée. La difficulté est d'imaginer des gens qui veulent bien le faire et non pas ceux qui sont en train de le faire. Je veux bien qu'on nous dise que l'idéal de l'État distributiste ne vaut pas le risque ni même la peine, mais qu'on ne nous dise pas que personne dans le passé n'a jamais pris de risque ou que les enfants d'Adam sont incapables de prendre de la peine. S'ils prenaient moitié autant de peine pour instaurer la justice qu'ils en ont prise pour favoriser l'injustice, s'ils travaillaient avec moitié autant d'ardeur pour réaliser quelque chose de beau qu'ils en mettent à tout saloper, s'ils avaient servi leur Dieu comme ils ont servi le roi du porc ou celui du pétrole, le succès de notre démocratie distributive illuminerait le monde comme les enseignes publicitaires que nos ennemis accrochent au sommet de leur tour démente et de leur gratte-ciel. Ça aussi, c'est vraiment génial. Tout à fait. Bon, évidemment, c'est compliqué de passer derrière Chesterton, mais malgré tout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est comme d'habitude cette actualité incroyable de Chesterton qui part en guerre contre la grande distribution, qui part en guerre contre les grands monopoles, qui part en guerre contre les GAFAM, pour le dire de cette manière-là. Oui, après, tout ça est très logique. En fait, ce qu'il avait sous les yeux, c'était les prémices déjà bien installées de ce qui s'est développé jusqu'à aujourd'hui. En fait, nous sommes, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes dans une logique d'un monde anglo-saxon qui a développé les grands monopoles, qui a développé tout ce que Chesterton a dénoncé et qui s'est plus que jamais
éloigné d'une société artisanale et rurale comme il l'avait rêvé. La France qu'il avait sous les yeux à l'époque était ainsi. La Pologne qu'il avait sous les yeux à l'époque, c'était deux pays qu'il aimait particulièrement, était ainsi. La France aujourd'hui est exsangue, sa paysannerie a disparu et sous la coupe de l'Union européenne et de ses dictates. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement en Pologne, mais j'imagine que ça ne doit pas aller beaucoup mieux. En fait, les causes entraînent des effets, et ces effets, lui a vu les causes, et nous subissons de manière démultipliée les effets. C'est pour ça que c'est assez aisé en lisant Chesterton, malgré le fait qu'il s'exprime avant-guerre, de voir des correspondances avec ce que nous subissons aujourd'hui. Vous avez parlé de la grande distribution, on pourrait parler des élevages, des élevages industriels. On a osé faire ça quand même, donc c'est sous prétexte de production et de rendement, d'enfermer des bêtes dans des conditions de vie. Je ne suis pas un écologiste, un escrologiste, disait votre chroniqueur tout à l'heure. Enfin bon, le bon Dieu a quand même confié si je puis le faire apparaître dans cette discussion, la création, l'a confié aux hommes, c'est pour qu'on établisse un certain équilibre dans tout ça. Et je trouve que la production industrielle d'animaux est quelque chose de franchement antinaturel. Ces poulaillers industriels où des balayeuses ramassent les poussins. Et ça encore, c'est sous l'égide de ce qui est grand, de ce qui rapporte, etc. Lui dénonce non pas la grande distribution, enfin pas dans ce terme-là, mais dénonce les grands magasins. Et préconise à la place un ensemble de petits commerces. Les effets, des grands magasins et de ce qu'on appelle la grande distribution, où en fait les prix d'achat des produits sont imposés aux producteurs par la grande distribution, qui réduit toujours les marges des producteurs pour, elle, vendre le moins cher possible, mais sur des quantités énormes. Ça a complètement révolutionné les choses, et pas pour le mieux en fait. Alors on a du mal aujourd'hui à nous imaginer, nous petits foyers, comment vivre avec le peu d'argent que nous avons sans aller faire nos courses dans les grands magasins, ça c'est certain. C'est là où il faudrait une réponse politique et pas simplement une réponse individuelle face à ce phénomène. C'est vrai d'ailleurs pour beaucoup de choses. En tous les cas, Chesterton avait bien vu, me semble-t-il, le monde vers lequel nous allions à l'époque et dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est le monde du gros, du grand, des empires. Vous avez parlé des anglo-saxons. Évidemment, lui était sujet de Sa Majesté, et à l'époque où Sa Majesté régnait sur un empire. Il n'est pas très impérialiste. Hein. Il est pas. Merci exactement là où je voulais en venir. Au contraire, il vomit l'impérialisme. C'est assez remarquable. Mais non, c'est très remarquable. Voilà un Anglais qui ne supporte pas l'Empire britannique. Alors, il a évidemment raison. Personne ne peut supporter et n'a le droit de supporter l'Empire britannique. Il en parle d'une manière presque féroce, en expliquant à quel point l'Empire détruit les nations, à quel point cet empire gigantesque a réussi en fait à susciter une organisation qui n'a réglé aucun problème et qui au contraire a réussi à répandre la misère d'une manière à peu près égale. Tout à fait, c'est très bien résumé. L'anti-impérialisme de Chesterton est constitutif de sa vie, si je puis dire. Il s'est fait connaître, en fait, par ses premiers articles. Les premiers articles qui l'ont fait réellement connaître ont été publiés dans le cadre de la Deuxième Guerre contre les bourgs en 1899, quand l'Empire britannique, voulant s'approprier les mines de diamants qui avaient été découvertes de ce qui restait dans les républiques bourgs, à savoir l'État libre d'Orange et évidemment l'autre république va m'échapper, mais je sais qu'un des auditeurs nous corrigera vite. Voilà, n'hésitez pas à appeler-nous vite. Voilà, pour m'aider dans mon manque de mémoire. Enfin donc l'Empire britannique a essayé de s'approprier ces terres, et Chesterton
au nom du patriotisme, a dit « je soutiens les bourgs », parce qu'eux réagissent comme des patriotes, ils défendent leurs terres, alors que nous, Britanniques, nous voulons nous approprier leurs terres. Donc, pour lui, l'impérialisme est un anti-patriotisme. C'est la volonté de s'approprier la terre des autres, alors que le patriotisme, c'est la volonté de défendre sa propre terre. Donc, il est profondément anti-impérialisme. Et ce refus de l'impérialisme va le conduire au catholicisme. Là où c'est un peu plus la République du Transvaal. Voilà, il y avait l'État libre d'Orange et la République du Transvaal. Je viens de m'en souvenir. C'est merveilleux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quoi vous assistez. Félicitations, c'est Épiphanie. Absolument. N'appelez plus, applaudissez. Voilà, c'est mieux. Enfin, même si j'entends pas. Et par ailleurs, donc je reviens au fait que son anti-impérialisme l'a conduit vers le catholicisme romain, parce que pour lui, l'impérialisme est une contrefaçon de l'universalisme, et le seul universalisme qui tienne, c'est un universalisme d'ordre spirituel incarné par l'Église catholique. C'est celui de la charité, en fait, par rapport à la possession. C'est celui de la foi et de la charité, et c'est donc de ce fait-là, pour revenir à aujourd'hui, Chesterton est aussi un anti-mondialiste. On peut traduire son anti-impérialisme par un anti-mondialisme. Dans Hérétique, Chesterton consacre un texte à Kipling. Donc Hérétique, là aussi collection de grands articles ou de petits essais où il attaque un par un des grandes figures du socialisme, de l'eugénisme. Tout l'intelligentsia de son époque. Donc il les aligne les uns après les autres avec bonhomie, avec rondeur, mais aussi avec férocité, et tout ça avec jovialité. Et Kipling, célèbre pour avoir dit « right or wrong, my country », donc qu'il ait tort ou qu'il ait raison, c'est mon pays. Il dit, mais je n'ai jamais vu un nationalisme aussi stupide, et au contraire, quand mon pays a tort, le seul patriotisme qui vaut, le seul nationalisme qui vaille, c'est le fait de lui dire qu'il a tort plutôt que de le laisser s'enferrer dans l'erreur. Voilà, c'est parce que c'est la dénonciation de l'erreur qui est importante, effectivement. Et Chesterton était un nationaliste, c'était un profond patriote. Ah ben, il a des pages sur l'Angleterre absolument admirables, mais il trouve que l'Angleterre est beaucoup trop grande depuis qu'elle s'est étendue non seulement à l'Écosse, au Pays de Galles et à l'Irlande, mais aux Indes, à l'Afrique du Sud, etc. Oui, mais alors il trouve que l'Angleterre est trop grande et qu'elle n'est pas peuplée d'assez d'Anglais aussi. On emploierait le terme aujourd'hui de remigration, c'est-à-dire qu'il veut faire revenir les colons anglais qui sont aux Indes, qui sont en Afrique, qui sont ailleurs, qui sont en Asie encore à l'époque. Il veut les faire revenir au pays. Alors, mais pourquoi sont-ils partis ? Ils sont partis parce qu'en fait, ce pays ne leur offre plus justement une honnête aisance. En fait, ce distributisme, tout se tient. Voilà, ce distributisme, c'est de dire, effectivement, si le pays fait en sorte que tout sont concentrés dans les mains de très peu, il est légitime que les gens s'en aillent. Et en fait, c'est presque une pensée c'est évidemment une pensée catholique, c'est très petitement la pensée de François, car il l'a rarement exprimé de cette manière-là. C'est peut-être aussi un peu la pensée de Léon XIV, dont on a l'impression qu'il commence à l'exprimer de cette manière-ci. C'est en fait l'immigration est d'abord une violence, c'est un déracinement, et il faut tout faire pour que les personnes puissent rester chez elles. Puissent rester enracinés ou se réenraciner si c'était plus le cas, effectivement. Et donc, cet empire qui dévore tout. Tout à l'heure, Patrick Simon nous parlait du succès de Trump qui accueille 59 afrikaners. 59 afrikaners par rapport à la population totale de l'Afrique du Sud, c'est peu. En dénonçant le génocide blanc, il y a une loi de spoliation terrestre agraire qui a été votée par les Sud-Africains, et évidemment comme la majeure partie des terres sont possédées par des fermiers blancs, on voit bien que ce sont les fermiers blancs qui sont visés. On a aussi l'exemple du Zimbabwe où il y a eu le même type de spoliation, et donc les propriétaires blancs ont été expropriés, les terres ont été données à des fermiers qui ne savaient pas gérer une propriété, mais parce qu'ils
ils héritaient c'était du distributisme communiste. Donc, autrement dit, on a redistribué la terre, soit à des gens qui ne savaient pas la travailler, soit évidemment à une nomenclatura qui se l'est appropriée. Donc, on voit bien comment ça ne marche pas quand on n'est pas mis à la lumière de l'Évangile. C'est quelque chose qui n'apparaît pas vraiment dans ce livre, Plaidoyer pour une propriété anticapitaliste, que vous venez de rééditer aux éditions de l'Homme Nouveau. Bien sûr, tout ça est imprégné de pensée catholique. On a cité Rerum Novarum, on a cité Quadragesimo Anno, mais Chesterton développe cette pensée en s'adressant à l'honnête homme qui n'est pas forcément catholique, qui n'est pas forcément protestant, surtout en Angleterre. Surtout en Angleterre, oui, il n'est pas forcément catholique, pour reprendre votre expression. Oui, on dirait qu'il emploie des arguments d'ordre naturel et pas les arguments d'autorité, faisant que le pape a dit que... et il fait plus appel au bon sens et à la réflexion effectivement de l'homme ordinaire. Chesterton, dans toute son œuvre, défend, il a hérité de ça de Dickens, défend la conception de l'homme ordinaire qui est l'homme qui n'est, donc c'est le contraire du spécialiste en fait, ou traduit avec avec des mots plus récents, de l'expert, du technocrate, etc. C'est pas celui qui sait tout, mais c'est l'homme qui est confronté à la réalité et qui a un regard de bon sens qui fait qu'un homme est un homme et une femme est une femme, par exemple. Et ce bon sens qu'on a fini par perdre. Donc c'est à cet homme ordinaire qui s'adresse, quelle que soit sa confession religieuse. Il se trouve que tout ce qu'il préconise, développe, illustre à sa manière, se trouve présenté de manière plus concise, plus principielle, c'est-à-dire reposant sur les principes et essentiellement dans les encycliques des papes dès lors qu'ils se sont exprimés sur sur le domaine économique et social. Mais ça n'empêche pas que cette pensée peut être diffusée et connue par tous et appliquée par tous. Oui, parce qu'après tout... Il n'y a pas besoin d'être catholique pour être propriétaire. Voilà, et pas besoin d'être chrétien pour se rendre compte qu'effectivement, la condition du prolétaire au 19e ou au 20e n'est pas absolument heureuse. Tout à fait. D'ailleurs, de nombreuses personnes ont été révoltées par l'injustice sociale qui n'était pas ni chrétienne ni catholique. Et dans le 4e grand chapitre s'appelle « De certains aspects de la machine », donc Chesterton part en guerre contre la machine. Oui, alors là aussi, c'est effectivement. Alors c'est pas un luddite quand même. Il va pas. Luddite. Alors luddite, c'est ce mouvement des ouvriers anglais au moment de l'industrialisation en Angleterre, où tout simplement les machines mécanisées ont remplacé les bras des hommes. Et donc il y a eu, alors on ne sait pas si, je suis pas spécialiste, mais on ne sait pas si John Ludd, qui a donné le nom Luddite, a réellement existé ou si c'était juste un symbole. Mais en tous les cas, est né un mouvement où ceux qui allaient devenir des prolétaires, puisqu'on les dépouillait de leur outil de production, ont trouvé comme solution de détruire les machines. Donc ils allaient casser les machines. Exactement, donc, comme les tisserands en France, ils les sabotent, c'est-à-dire ils jettent des sabots dans les machines, et évidemment ça se passe mal. Ça se casse. Voilà. Et donc les luddites, on trouvait la solution, c'est on détruit les machines. Mais donc Chesterton n'est pas luddite. N'est pas exactement un luddite, même s'il doit avoir quelques sympathies pour le mouvement, au moins comme réaction. Mais il cherche à montrer ce qui ne va pas dans la technique et dans l'usage des machines. Et c'est dans ce chapitre, si je me souviens bien, qu'il dénonce notamment Henry Ford. Tout à fait. Je ne suis pas un fanatique et je pense que les machines peuvent être fort utiles à la destruction des machines. Et effectivement... Alors oui, là, il y a un côté luddite malgré tout, c'est que les machines peuvent servir à la destruction des machines. L'autre jour, je me trouvais dans une Ford semblable à celle dans laquelle je me souviens à rouler sur les routes de Palestine et dans laquelle, j'imagine, M. Ford apprécierait de pouvoir rouler sur des Palestiniens. Quoi qu'il en soit, songeant à M. Ford, me revinrent à l'esprit les idées de M. Penty concernant la notion d'égalité et de la civilisation mécanique. Cette automobile est un produit typique de notre époque. Ce qu'elle a de meilleur, c'est à mon sens ce qui l'a fait mépriser, sa petitesse. Ce qu'elle a de pire et ce qui fait son succès, sa standardisation.
Nul ne semble remarquer que cette popularisation de l'automobile, quel qu'en soit le motif ou la méthode, est en totale contradiction avec le discours fataliste concernant le regroupement, la concentration, le cartel et le monopole. Le chemin de fer disparaît sous nos yeux, les oiseaux nichent dans les sémaphores, les loups rôdent dans les salles d'attente, alors que le chemin de fer était au sens propre du terme un mode de voyage communautaire et concentrationnaire de nature à plaire à un socialiste frotté d'utopie. Avec l'automobile, nous assistons au retour du voyageur solitaire ayant recouvré dans une certaine mesure la liberté de mouvement des compagnons de Robin des Bois. Et ce n'est pas la seule chose ancienne qu'un tel moyen de transport a se ressuscité. Donc on se dit, voilà, c'est formidable, il est pour l'automobile, mais pas du tout. En fait, Ford est méchant. Monsieur Ford, j'en suis sûr, est un très honnête homme, pour autant qu'on puisse être à la fois un honnête homme et un bon millionnaire. Or, si M. Ford est lui-même un homme très limité, il est par exemple si ignorant en histoire qu'il avoue froidement n'avoir jamais entendu parler, etc. Et effectivement, il attaque Ford, mais d'une manière féroce, pendant une dizaine de pages, en expliquant en fait que Ford a vraiment tout fait de travers, parce qu'il empêche, avec la standardisation, que les gens puissent se faire un outil à leurs mains, et que, évidemment, avec ses méthodes de vente et de publicité, il fait en sorte que personne ne puisse rien inventer d'autre. Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que vous avez parfaitement résumé le chapitre auquel nous faisons allusion. En fait, chez Starten est un peu ambivalent pour revenir face à la machine, et donc là singulièrement face à la voiture, parce qu'il trouve qu'il y a un côté sympathique dans la voiture, c'est qu'elle redonne une certaine liberté. Et la liberté, comme vous l'avez compris, je pense, il n'est pas du tout contre. Donc il redonne une certaine liberté au sens d'une certaine indépendance. Avec une voiture, vous pouvez conduire votre famille dans le pays, etc. Mais ce qui met en cause, c'est la méthode de production de la voiture, la standardisation, donc tous ces produits qui en fait sont exactement les mêmes. Ailleurs, si je me souviens bien, dans le chapitre, il met en cause le fait que si vous tombez en panne aux Indes avec votre voiture, aux Indes ou en Afrique ou même en Europe, il suffit qu'il y ait une autre voiture qui passe et vous pouvez récupérer des pièces, parce que tout est standard, tout est, voilà, ce qui a un effet extrêmement pratique, on ne va pas se le cacher quand même, pour nous aujourd'hui, mais pour lui ça pose un réel problème, parce que le monde entier est en fait ne répond qu'à des standards et ne vit qu'en fonction de ces standards. Et réduit à ces standards. Et réduit, le terme réduit est tout à fait juste, vous pourrez y revenir, et réduit à des standards. Et en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a une part de réalité dans cette dénonciation. Alors, il est pour la propriété privée à condition que tout le monde possède quelque chose et pas n'importe quoi. Son outil de production, on a déjà dit le pourquoi du comment. Il est évidemment contre tout ce qui empêche cette redistribution, donc les grands empires transnationaux, donc les grands monopoles. Et en même temps, il y a un obstacle. C'est pas juste que les gens sont prêts à adorer le roi du pied de porc plutôt que de faire le bien, c'est qu'il y a des dirigeants et que ces dirigeants sont mauvais. Il existe un grand nombre, et peut-être même une majorité de gens qui se disent conservateurs. À bien les examiner, on s'aperçoit que le conservatisme n'est qu'un vernis. La classe commerçante qui dirige notre pays, autrement dit la classe capitaliste, est de par sa nature même anticonservatrice. Ne cherche-t-elle pas sans cesse de nouvelles inventions et de nouveaux marchés ? Pour certains d'entre nous, ce culte de la nouveauté a quelque chose d'excessivement rassis, pour ne pas dire de rance. Depuis le plus gros financier qui lance une compagnie jusqu'au plus petit racoleur qui cherche à vous refiler une machine à coudre, le même idéal prévaut. Il faut que la compagnie soit toujours renouvelle, surtout après les déboires qu'a généralement connus l'ancienne. Et la machine à coudre doit elle aussi être nouvelle, surtout si elle ne coud rien du tout. Et ce qui est vrai du simple capitaliste l'était également du pur oligarque. Quelle que puisse être par ailleurs une aristocratie, elle n'est jamais conservatrice. De par sa nature même, elle suit la mode plutôt qu'elle préserve une tradition. Et là, on voit bien qu'il voit émerger une nouvelle classe dirigeante, et que cette classe dirigeante est stupéfiante parce qu'elle ne cherche pas le bien commun. Elle est conservatrice de ses intérêts, en fait, et pas de ce qui permet aux sociétés de vivre. Et tout à fait, c'est l'un des problèmes du conservatisme, en fait. Mais alors lui était conservateur des principes et par ailleurs pas d'un ensemble de choses qui avaient dérivé, mais effectivement, c'est l'oligarchie et l'aristocratie. Hein, il est profondément anti-aristocrate. Il est contre l'aristocratie anglaise parce qu'elle
elle a accumulé justement. Enfin, l'histoire de l'aristocratie anglaise est différente de notre aristocratie à nous. Richard II XVI, ne me regardez pas comme ça. Philippe Maxence, j'entends ce que vous dites. Et donc justement, l'aristocratie s'était approprié tout l'ensemble du pays en fait, les champs, les forêts, etc. Et donc tout ce qui était l'outil de production d'une société rurale et artisanale faisait que tout le peuple anglais était un peuple dépendant de cette aristocratie. Dépendant jusqu'à la mort. Hein. Rappelons que la grande famine en Irlande est venue du fait qu'on n'a pas voulu léser les intérêts des grands propriétaires. Voilà, là, il y avait une volonté, en plus de régler, si possible, le problème irlandais par la même occasion. Donc c'était prodigieusement odieux, si je puis dire. Mais donc oui, Chesterton est contre l'aristocratie, toute forme d'oligarchie, parce qu'on toujours en fait, on le répète depuis le début de cette émission, toujours pour les mêmes raisons. On le répète, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette collection d'articles, donc une fois de plus, nous sommes en train de parler de plaidoyer pour une propriété anticapitaliste, est remarquablement cohérente. Il n'a pas écrit d'un seul coup un traité philosophique sur ce que doit être la propriété. Il n'a pas joué à Proudhon. Mais en revanche, examinant la manière dont les produits sont distribués, examinant la manière dont les terres sont réparties ou non, examinant le processus de production industrielle, examinant la manière dont l'Empire s'étend, examinant la manière dont toutes les lois paraissent comme par miracle être faites au profit des riches. C'est amusant. Quand vous dites l'Empire s'étend, l'Empire britannique. L'Empire britannique, mais plus largement les empires, c'est-à-dire les empires industriels, les empires commerciaux, les empires financiers. Enfin, on pourrait à chaque fois... tous ces grands monopoles. Tous ces grands monopoles. Et l'Empire, c'est un monopole qui s'étend. Qui n'est pas conservatoire. Tout à fait. Il s'étend. Il cherche toujours plus. Il s'étend et il détruit tout ce qui contrarie son avancée, en fait. Exactement. Et donc, c'est contre ça que Chesterton se bat. J'ai retrouvé entre-temps le texte. Vous me pardonnerez, chers auditeurs, d'interrompre, mais voilà, le texte est si joli que ce serait vraiment bien dommage qu'on ne le lise pas. Il y a quelque temps, certains docteurs et autres personnes que la loi moderne autorise à régenter leurs concitoyens moins huppés décrétèrent que toutes les petites filles devaient avoir les cheveux courts. J'entends par là, bien entendu, toutes les petites filles dont les parents étaient pauvres. Les petites filles riches ont, elles aussi, de nombreuses habitudes très peu salubres, mais il faudra du temps avant que les docteurs tentent d'y remédier par la force. La raison de cette intervention était que les pauvres vivent empilés dans des taudis tellement crasseux, nauséabonds et étouffants, qu'on ne peut leur permettre d'avoir des cheveux, car cela veut dire qu'ils auraient des poux. Voilà pourquoi des docteurs ont proposé de supprimer les cheveux. Il ne semblerait pas qu'il soit même venu à leur esprit de supprimer les poux, c'est pourtant possible. Alors, il continue en disant « À vrai dire, ce n'est que par des institutions éternelles comme les cheveux que nous pouvons évaluer des institutions éphémères comme les empires. Si l'on se cogne la tête en rentrant dans une pièce, c'est que la porte est mal placée. Cette parabole, ces dernières pages, et même toutes ces pages, donc, puisque c'est un essai qui est à la fin du recueil, Le monde comme il ne va pas, vise à démontrer que nous devons tout recommencer à l'instant et par l'autre bout. Je commencerai par les cheveux d'une petite fille. Ça, je sais que c'est bon dans l'absolu. Si mauvais que soit le reste, la fierté d'une bonne mère pour la beauté de sa fille est une chose saine. C'est l'une de ces tendresses inaltérables qui sont la pierre de touche de toutes les époques et de toutes les races. Tout ce qui ne va pas dans ce sens doit disparaître. Si les propriétaires, les lois et les sciences s'érigent là contre, que les propriétaires, les lois et les sciences disparaissent. Avec les cheveux roux d'une gamine des rues, je mettrai le feu à toute la civilisation moderne. Puisqu'une fille doit avoir les cheveux longs, elle doit les avoir propres. Puisqu'elle doit avoir les cheveux propres, elle ne doit pas avoir une maison mal tenue. Puisqu'elle ne doit pas avoir une maison mal tenue, elle doit avoir une mère libre et détendue. Puisqu'elle doit avoir une mère libre et détendue, elle ne doit pas avoir un propriétaire usurier. Puisqu'elle ne doit pas avoir un propriétaire usurier, il doit y avoir une redistribution de la propriété. Puisqu'il doit y avoir une redistribution de la propriété, il doit y avoir une révolution. Cette gamine aux cheveux d'or roux que je viens de voir passer en trottinant devant chez moi, on ne l'élaguera pas, on ne l'estropiera pas, en rien on ne la modifiera, on ne la tondra pas comme un forçat, loin de là. Tous les royaumes de la terre seront découpés, mutilés à sa mesure, les vents de ce monde s'apaiseront devant cet agneau qui n'a pas été tondu. Les couronnes qui ne vont pas à sa tête seront brisées, les vêtements, les demeures qui ne conviennent pas à sa gloire s'endiront en poussière. Sa mère peut lui demander de nouer ses cheveux car c'est l'autorité naturelle, mais l'empereur de la planète ne saurait lui demander de les couper.
Elle est l'image sacrée de l'humanité. Autour d'elle, l'édifice social s'inclinera et se brisera en s'écroulant. Les colonnes de la société seront ébranlées. La voûte des siècles s'effondrera, mais pas un cheveu de sa tête ne sera touché. C'est vraiment... C'est à chaque fois un bonheur. Enfin, voilà. Et c'est logique. Ah oui, l'enchaînement est extrêmement logique, effectivement. Vous avez édité et préfacé Plaidoyer pour une propriété en capitalisme. C'est une longue habitude de Chesterton qui vous a conduit à éditer cet essai qui était inédit en français. Mais vous avez publié aux éditions de l'Homme Nouveau d'autres ouvrages de Chesterton. J'en vois une collection devant vous. Alors une collection, il se réduisent à 3, donc... J'ai sous les yeux la première édition du Plaidoyer pour une propriété anticapitaliste, mais ensuite nous avons, c'est le mot usurier qui fait que j'ai sorti le livre, le mot usurier que vous avez prononcé, parce que Chesterton a publié un ensemble aussi d'essais sur ce problème, donc il s'appelle Utopie des usuriers. Et puis nous avons publié également L'Église catholique et la conversion, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure. Chesterton a une actualité incroyable, en fait, on en parlait tout à l'heure, une actualité économique et sociale. Non seulement littérairement, son style est toujours vivant, c'est quelque chose qui est très agréable dans votre traduction. Tout à l'heure, vous parliez, on vous dit il ne faut pas saloper le reste. Donc il avait un vocabulaire relevé quand il était nécessaire, mais aussi des expressions familières et populaires. Donc, vous le rendez parfaitement dans la traduction. La traduction est due à Gérard Joulier, en fait, elle n'est pas de moi, je tiens à le dire clairement. Et Gérard Joulier était quelqu'un qui connaissait intimement en anglais l'œuvre de Chesterton, donc c'était un traducteur épatant, si je puis dire, pour ça. Il avait traduit tous les textes littéraires de Chesterton pour l'âge d'homme, si je ne m'abuse. Alors pas tous, mais il en a traduit une bonne partie, effectivement. Et aussi, si je ne m'abuse, c'était l'un des traducteurs de Saki, humoriste anglais absolument remarquable. Tout à fait. Vous avez une très bonne mémoire. Voilà, et c'était un homme, Gérard Joulier était un homme absolument délicieux, effectivement. Ouais. Et donc, Chesterton a ce style absolument aimable, cette actualité économique et sociale profonde. Mais aussi une foi qui, on l'a dit tout à l'heure, paraît prophétique, c'est-à-dire il anticipe parce qu'il est logique dans sa manière de percevoir le présent, il voit déjà les linéaments du futur et donc il est capable de nous emmener jusqu'à ce que ça va devenir. Mais le lisant aujourd'hui, on se dit... peut-être à la suite du pape Léon XIV, ça nous emmène un peu loin de Chesterton, mais pas tant que ça. Le mal ne triomphera pas. Il a chez lui une espèce d'optimisme incroyable. Alors, il n'aurait pas dit optimisme, mais... Enfin, il a une foi... Il a une foi profonde, oui, ça c'est clair. Mais quand vous avez parlé de logique, j'allais ajouter, oui, il a une logique, mais pas une logique froide. C'est pas une logique abstraite, c'est une logique qui est incarnée et qui prend... Encore une fois, c'est un poète, donc il va au cœur de la réalité. Dans ce qu'il y a de meilleur chez les poètes en tous les cas. Donc il a toujours défendu le bon sens, ce qui lui permet de pas trop divaguer, même s'il a quelques utopies, mais de pas trop divaguer à droite ou à gauche et de percevoir la réalité profonde des choses et voir que si on continue sur certaines voies, on va aller à la catastrophe, alors qu'en sens inverse, en mettant en place en retrouvant un certain nombre de principes, mais on retrouvera une vie un peu plus normale. Une vie un peu plus normale. Ce distributisme, Chesterton l'a défendu, Hilaire Belloc a été son compagnon de route. Vous nous avez parlé tout à l'heure de Louis Salleron, qui, par des chemins différents et sans faire clairement allusion à Chesterton, arrivait aux mêmes conclusions. En fait, c'est une troisième voie qui est la voie de l'Église, donc de faire en sorte que le capitalisme, au pire sens du terme, ne soit pas le modèle dominant. Est-ce qu'il y a pas plus le communisme d'ailleurs. Non plus le communisme, c'est la troisième voie. Voilà, ni le collectivisme sans Dieu, ni le combat sans frein des hommes contre les hommes. Est-ce que dans les 52 secondes qui nous restent, vous avez une manière de résumer Chesterton et ce qu'il nous a donné ? Alors, résumé de Chesterton, certainement pas, mais je dirais presque tout simplement, prenez et lisez. Chesterton mérite d'être découvert à la fois comme écrivain et comme penseur, donc c'est
c'est prends et lis. Hein. C'est ce qui a été dit à Saint-Augustin. Ça s'applique un peu à chacun de nous. Ça s'applique à nous tous. Et donc, prenez et lisez Plaidoyer pour une propriété anticapitaliste qui vient de reparaître pour la 3e fois aux éditions de l'Homme Nouveau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Radio Courtoisie. Merci Philippe Maxence. Merci Richard de Sèze.